Je m'appelle Jessica Hébert. Je vais lire la section sur l'éducation, suivie de éducation et écart de revenus. Éducation. Le système des pensionnats a été un échec en tant que système d'éducation. Il était fondé sur des opinions racistes à propos de l'infériorité intellectuelle et culturelle des Autochtones, soit la croyance que les enfants autochtones étaient incapables d'atteindre un niveau de scolarité plus élevé qu'une éducation de niveau primaire ou professionnel rudimentaire. Par conséquent, pendant la majeure partie de l'histoire de ce système, la plupart des élèves n'ont pas progressé au-delà du niveau primaire. Le gouvernement et les autorités religieuses qui ont exploité les pensionnats n'ont pas tenu compte de l'accent positif que les traités et de nombreuses familles autochtones ont placé sur l'éducation. Ils ont plutôt créé des établissements dangereux et effrayants qui ont offert peu d'enseignement. Dans sa mission visée à civiliser, et à christianiser le personnel de l'école, se servait des châtiments corporels pour discipliner les élèves. Ces châtiments dépassaient souvent les limites pour devenir de la violence physique. Même s'ils sont employés beaucoup moins souvent aujourd'hui, les châtiments corporels sont toujours permis légalement dans les écoles et ailleurs en vertu de la loi canadienne. L'article 43 du Code criminel stipule ce qui suit. Tout institué père ou mère ou tout personnel qui remplace le père ou la mère est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans ces circonstances. Fin de la citation. La Commission croit que les châtiments corporels sont des reliques d'un passé révolu qui n'ont plus leur place dans les écoles et les foyers canadiens. Appel à l'action. Nous demandons au gouvernement du Canada d'abroger l'article 43 du Code criminel du Canada. Les objectifs des écoles étaient de retirer aux enfants leur identité autochtone et de les assimiler dans la société chrétienne occidentale. Doris Young, qui a fréquenté le pensionnat Elkhorn au Manitoba, a décrit l'expérience comme une attaque systématique contre son identité en tant que membre de la nation Cree. Elle dit « Ces écoles étaient une guerre contre les enfants autochtones et elles nous ont volé notre identité. D'abord, les responsables nous ont attribué un numéro. Nous n'avions pas de nom, nous étions des numéros et ils nous ont coupé les cheveux. Ils ont pris nos vêtements et nous ont donné d'autres vêtements. Nous avions tous la même apparence. Nos cheveux étaient tous coupés de la même façon, avec une fringue courte et droite à la hauteur de nos oreilles. Ils ont pris nos mocassins et nous ont donné des souliers. Je n'étais qu'un bébé et je ne portais pas de souliers. Nous portions des mocassins. Notre identité nous a immédiatement été enlevée lorsque nous sommes entrés dans ces écoles. » Fin de la citation. En plus des dommages émotionnels et psychologiques qu'ils ont causés, l'une des séquelles les plus considérables et dévastatrices des pensionnats est l'effet sur la réussite au plan éducatif et économique des Autochtones. Le manque de modèles et de mentors, le financement insuffisant des écoles, les enseignements inadéquats et le programme scolaire inadapté, généralement enseigné dans une langue étrangère et parfois par des enseignements qui ne connaissent pas bien la langue en question, sont des éléments qui ont contribué au taux de réussite extrêmement faible de l'éducation des Autochtones. Pour nombre d'élèves, ces conditions étaient aggravées par la difficulté d'essayer d'apprendre dans des environnements rendus traumatiques par le mal du pays, la faim, la peur, la violence et le sentiment d'impuissance créé par l'établissement. La Commission a entendu de nombreux exemples d'élèves ayant fréquenté un pensionnat pendant 8 ans ou plus pour obtenir seulement un niveau de scolarité équivalent à la 3e année et qui parfois ne savaient même pas lire. Selon les rapports annuels du ministre des Affaires indiennes, dans les années 1950, seulement la moitié des élèves inscrits chaque année atteignaient la 6e année. Les résultats scolaires faibles ont mené au chômage chronique ou au sous-emploi, à la pauvreté, au logement inadéquat, à la toxicomanie, à la violence familiale
et à des problèmes de santé dont de nombreux anciens élèves ont souffert à l'âge adulte. Même si le taux de réussite scolaire s'améliore peu à peu, les Canadiens autochtones ont toujours des résultats scolaires et économiques de loin inférieurs à ceux des autres Canadiens. L'éducation est un droit fondamental, garanti dans les traités et dans les lois internationales et dans la Charte canadienne des droits et libertés. En particulier, la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones contient une importante déclaration sur le droit à l'éducation dirigée par la communauté. La déclaration stipule « Les peuples autochtones ont le droit d'établir et de contrôler leur propre système et établissement scolaire, où l'enseignement est dépensé dans leur propre langue d'une manière adaptée à leurs méthodes culturelles et d'enseignement et d'apprentissage. » Fin de la citation. La Commission croit que le respect de la promesse de la déclaration sera essentiel pour surmonter ces séquelles des pensionnats. Éducation et écart de revenus. Il n'est pas surprenant, considérant les terribles conditions dans lesquelles ils avaient été contraints de vivre et l'éducation essentiellement inefficace qu'ils avaient reçue, qu'une proportion importante des élèves ait quitté l'école dès qu'il leur a été possible de le faire. Une étude réalisée en 2010 auprès des parents d'enfants autochtones vivant hors réserve a révélé que le taux d'achèvement des études secondaires est plus faible chez les anciens élèves des pensionnats indiens, 28 %, que chez les autres élèves, 36 %. Seulement 7 % des parents qui avaient fréquenté un pensionnat indien ont obtenu un diplôme universitaire, comparativement à 10 % des parents autochtones qui n'ont jamais fréquenté ces établissements. Bien que le taux d'achèvement des études secondaires pour l'ensemble des Autochtones se soit amélioré depuis la fermeture des pensionnats indiens, on constate toujours des écarts considérables entre eux et la population non autochtone. Par exemple, le recensement de 2006 révèle que 34 % des adultes autochtones n'ont pas de diplôme d'études secondaires par rapport à seulement 15 % des adultes non autochtones. Lors du recensement de 2011, ces données s'étaient légèrement améliorées, 29 % des Autochtones n'ayant pas de diplôme d'études secondaires, comparativement à 12 % pour la population non autochtone. Il convient de souligner que les niveaux les plus bas de réussite scolaire sont relevés dans les communautés affichant les pourcentages les plus élevés de descendants des survivants des pensionnats indiens. Les membres des Premières Nations vivant sur les réserves et des Inuits, deux groupes qui ont un taux d'achèvement des études secondaires de 40 % ou moins. Les statistiques des membres des Premières Nations qui vivent hors réserve et des Métis sont légèrement meilleures. Plus de 60 % des membres des Premières Nations vivant hors réserve et entre 65 % et 75 % des Métis ont un diplôme d'études secondaires, bien que ces résultats soient toujours en deçà de la moyenne nationale. Les niveaux moins élevés de scolarité des enfants des survivants limitent considérablement leurs perspectives d'emploi et les revenus qu'ils ne soient en mesure de gagner, comme c'était le cas pour leurs parents. Les Autochtones ont un revenu médian après impôt plus bas que et sont plus susceptibles de connaître des périodes de chômage et de toucher des prestations d'assurance-emploi et d'aide sociale. Cette situation s'applique à tous les groupes autochtones à quelques variations près. En 2009, le taux de chômage des Métis pour les personnes âgées de 25 à 34 ans était de 9,4 %, tandis que le taux de chômage pour le même segment de la population non autochtone se chiffrait à 7 %. En 2006, le taux de chômage des Inuits atteignait 19 %. Le taux de chômage véritable des Autochtones vivant sur les réserves sont difficiles à confirmer en raison de peu de données recueillies. Les Autochtones gagnent également beaucoup moins que les non-autochtones. Le revenu médian pour les Autochtones en 2006 était 30 % plus bas que le revenu médian des travailleurs non autochtones.
18 962 et 27 097 respectivement. Les cas s'amenuisent chez les Autochtones qui possèdent un diplôme universitaire, qui sont beaucoup moins nombreux que chez les non-autochtones. Compte tenu de ces chiffres, il n'est pas surprenant de constater que le taux de pauvreté chez les enfants autochtones est très élevé, 40% par rapport à 17% pour tous les enfants au Canada. Le quart de revenu est également généralisé. Les Canadiens non autochtones gagnent plus que les travailleurs autochtones qui travaillent sur les réserves, hors des réserves ou en milieu urbain, rural ou éloigné. La proportion d'adultes autochtones qui vivent sous le seuil de la pauvreté, peu importe l'âge et le sexe, est beaucoup plus élevée que chez les adultes non autochtones, avec des écarts allant de 7,8% pour les hommes adultes âgés de 65 ans et plus et 22,5% pour les femmes adultes âgées de 65 ans et plus. La pauvreté des Autochtones est également beaucoup plus profonde. Les Autochtones ont en effet un revenu moyen qui se trouve encore plus bas sous le seuil de la pauvreté que celui des adultes non autochtones, et leur pauvreté est plus susceptible de s'échelonner sur une longue période de temps. Appel à l'action. Nous demandons au gouvernement fédéral d'élaborer, de concert avec les groupes autochtones, une stratégie conjointe pour combler les écarts en matière d'éducation et d'emploi entre les Canadiens autochtones et les Canadiennes non autochtones.